Mais une semaine plus tard, les tests ont montré que les radiations s'étaient également mises à attaquer les cellules transplantées. Le 27e jour, lorsque les médecins s'apprêtent à vérifier l'état des organes internes d'Uchi, ils remarquent que ses intestins avaient commencé à fondre. Salut les amis, c'est Kensho, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale qui sort un peu de l'ordinaire, mais vous allez voir que c'est sûrement l'une des histoires les plus horribles du Japon, mais surtout la pire que j'ai eu à raconter jusqu'à présent. Cette histoire, c'est celle d'Hisashi Uchi, l'homme qui a reçu la dose la plus extrême de radioactivité de toute l'histoire de l'humanité. 30 septembre 1999, centrale nucléaire de Tokaimura au Japon. 10h35 du matin. Hisashi Uchi, 35 ans, Masato Shinohara, 39 ans et Yutaka Yokokawa, 54 ans, travaillent dans l'usine de traitement de combustible nucléaire JCO située à l'intérieur de la centrale nucléaire de Tokaimura. Uchi et Shinohara sont en train de mélanger un lot de combustible contenant de l'uranium dans un réservoir en acier inoxydable afin d'alimenter un réacteur nucléaire. Tandis que Yokokawa, lui, est assis à un bureau situé à 4 mètres de là afin de superviser la manœuvre. Soudain, alors que Shinohara est au-dessus de l'échelle en train de verser le 7e seau d'uranium dans la cuve, un flash bleu émane du réservoir suite à un excès d'uranium qui déclenche alors une réaction de fission nucléaire en chaîne, émettant à son tour des rayonnements gamma et des radiations neutroniques ultra radioactifs. Uchi, qui était alors à ce moment-là le plus proche de la cuve, reçoit en l'espace d'un millième de seconde 17 000 millisieverts de radiation, soit plus de 340 fois la dose maximale recommandée par an. Quant à Shinohara, qui était au-dessus de la cuve, donc légèrement moins exposé, reçoit tout de même 10 000 millisieverts. Tandis que son collègue Yokokawa, qui était assis dans un bureau à 4 mètres de là, reçoit 3 000 millisieverts. Selon les experts, Uchi a été exposé à la plus forte dose de radiation qu'un être humain ait jamais reçu. À l'époque, le Japon limitait l'exposition des travailleurs aux radiations à 50 millisieverts par an, et une dose de 8000 millisieverts était considérée comme létale pour l'homme. Les effets de la radiation se font immédiatement ressentir sur le corps d'Uchi. Il a mal à plusieurs parties de son corps et arrive à peine à respirer correctement. Quelques minutes après l'incident, Uchi se dirige vers la salle de décontamination où il commence alors à vomir abondamment, puis finit par perdre connaissance. Son collègue Shinohara, qui était au-dessus de la cuve lors de l'accident nucléaire, se retourne immédiatement pour courir, mais a-t-il à peine eu le temps de faire 3 pas qu'il s'effondre brutalement au sol. Les 3 hommes sont alors immédiatement pris en charge et conduits d'urgence à l'hôpital de l'université de Tokyo. À son arrivée à l'hôpital, on découvre que la peau d'Uchi était devenue rouge et présentait des gonflements sur toute sa surface, mais en dehors de cela, il n'y avait aucun moyen d'établir l'état de santé d'Uchi. Les médecins se mettent alors à tester ses chromosomes et découvrent avec horreur que ces derniers s'étaient brisés comme du verre. Ils sont tellement abîmés qu'il est impossible de les identifier ou même de les arranger à nouveau. Sans chromosomes et donc sans ADN, ces cellules ne peuvent tout simplement plus se régénérer. Pour faire très simple, un excès de radiation nucléaire peut affecter les atomes de notre corps en enlevant les électrons. Cela brise alors les liens entre les atomes, y compris l'ADN et l'eau présents dans notre corps. Si l'ADN est suffisamment endommagé, les cellules ne peuvent donc plus se répliquer et donc elles meurent. Pour revenir à Uchi, son taux de globules blancs était de 0. Pour rappel, les globules blancs jouent un rôle essentiel dans notre système immunitaire. Ils permettent non seulement à notre corps de lutter contre les cancers, mais aussi à éviter toute forme d'infections diverses et variées. De plus, ces chromosomes étant totalement détruits, les gènes présents dans l'ADN qui constituent les chromosomes ne peuvent plus synthétiser de protéines nécessaires au bon fonctionnement de son corps. Pour la faire courte, les organes, la peau et toutes les autres parties du corps d'Uchi se mettent petit à petit à tomber en lambeaux, car son corps étant dans l'impossibilité de créer de nouvelles cellules. On a estimé que la quantité de radiation subie par le corps d'Uchi était similaire à celle de l'épicentre de la bombe atomique larguée sur Hiroshima en 1945 et qui a fait plus de 140 000 morts. Pendant ce temps, à la centrale, l'alerte a été lancée. Les radiations créant de la chaleur, le réservoir en acier utilisé pour mélanger le combustible est alors trempé dans de l'eau fraîche
afin de faire baisser la température. Durant plus de 20 heures, les ouvriers vident petit à petit l'eau contenue dans la cuve, laissant ainsi le temps à la réaction de cesser grâce au refroidissement. Au cours de ce processus, pas moins de 119 employés de l'usine ont reçu des doses de rayonnement d'environ 50 millisieverts. Le gouvernement a ordonné à plus de 310 000 personnes vivant dans un rayon de 10 km autour de la centrale de rester à l'intérieur de leur maison. Ceux vivant dans un rayon de 350 mètres autour de la centrale n'ont été évacués que 5 heures après l'accident. De ce fait, ils ont été exposés à une dose de rayonnement assez importante durant tout ce temps. Et finalement, après 2 jours, ces derniers sont autorisés à revenir dans leur habitation d'origine. Lors de son 6e jour d'hospitalisation, Uchi est placé dans une chambre stérile à l'hôpital de l'université de Tokyo. Il a besoin d'une greffe de cellules en urgence, ce qui n'avait jamais été réalisé jusqu'à présent. Selon les médecins présents sur place, ce processus permettrait à son corps de pouvoir recommencer à produire des globules blancs. Sa sœur étant la seule compatible à ce moment-là, elle décide de faire don de son sang afin de réaliser la transplantation. Après 1 semaine à l'hôpital, Uchi commence à montrer les signes extérieurs de la maladie des rayons. Sa peau commence à se détacher et comme ses cellules ne peuvent pas se régénérer, aucune nouvelle peau ne se forme pour la remplacer. Il recommence à avoir des difficultés à respirer et Uchi déclare même « Je n'en peux plus, je ne suis pas un cobaye ». Souffrant énormément malgré les médicaments, les médecins décident de le placer sous assistance respiratoire et le maintiennent dans un coma artificiel. Le 18e jour, le nombre de globules blancs présents dans le corps d'Uchi reviennent petit à petit à la normale. La transplantation semblait avoir bien fonctionné, mais 1 semaine plus tard, les tests ont montré que les radiations s'étaient également mises à attaquer les cellules transplantées. Le 27e jour, lorsque les médecins s'apprêtent à vérifier l'état des organes internes d'Uchi, ils remarquent que ses intestins avaient commencé à fondre. 3 semaines plus tard, il commence à faire des hémorragies internes et reçoit des transfusions sanguines, parfois jusqu'à 20 en une journée. Au cours des jours suivants, il commence à perdre une quantité importante de liquide à travers sa peau, estimée à plus de 10 litres par jour. Si bien qu'on l'a complètement enveloppé dans de la gaze, un tissu très fin qui permet de réaliser des bandages. Il commence également à saigner des yeux et sa femme racontera même plus tard à un journaliste qu'on aurait dit qu'il pleurait du sang. Uchi a commencé à recevoir quotidiennement des greffes de peau artificielles, mais ces derniers n'arrivent pas à tenir et ses muscles commençaient déjà à se détacher de ses os. Le 59e jour de son séjour à l'hôpital, son cœur s'arrête pas moins de 3 fois en seulement 49 minutes. Les médecins le réaniment plusieurs fois d'affilée, ce qui endommage gravement son cerveau et ses reins. Malgré la présence d'ondes cérébrales dans son cerveau, il ne réagit plus à aucun stimuli, ce qui signifie que son cortex avait cessé de fonctionner. Des médecins ont continué à prendre des mesures afin de le maintenir en vie, mais Uchi meurt d'une défaillance de plusieurs organes le 21 décembre 1999, après 83 jours d'hospitalisation. Shinohara, qui de son côté avait reçu pas moins de 10 000 millisieverts, semble aller mieux. Le jour de l'an 2000, il a même été emmené dans son fauteuil roulant afin de visiter les jardins de l'hôpital. Cependant, fin février 2000, Shinohara contracte une pneumonie et les dommages causés à ses poumons par les radiations obligent les médecins à le placer sous respirateur. Comme il ne peut pas parler, il a dû écrire des messages afin de communiquer avec les infirmières et à sa famille. Parmi l'un des derniers mots laissés par Shinohara se trouve notamment une lettre rédigée pour sa mère qui disait « Maman, aide-moi s'il te plaît ». Shinohara meurt le 27 avril 2000 d'une défaillance de plusieurs organes. Quant à Yokokawa, qui était assis à quelques mètres de la cuve lors de l'accident, il reste à l'hôpital pendant 6 mois et il est ensuite libéré pour se rétablir chez lui. Il a été découvert plus tard que le mélange a pu atteindre sa masse critique et enclencher la fission nucléaire grâce à plusieurs facteurs. Premièrement, la quantité maximale d'uranium autorisée dans le mélange était de 2,3 kg. Lorsque la réaction s'est produite, il y avait 16 kg d'uranium dans le mélange. Ces derniers avaient reçu pour ordre de réaliser le travail dans un certain temps imparti. Ils auraient alors décidé de réaliser le mélange avec une quantité beaucoup plus importante d'uranium afin d'accélérer le processus d'enrichissement. Deuxièmement, ces hommes n'avaient pas été formés à ce niveau d'enrichissement de l'uranium
pour le combustible. De plus, c'était la première fois que ce processus était tenté dans cette usine en 3 ans. Et enfin, l'usine aurait dû être inspectée au moins 2 fois par an par l'organisation de réglementation de l'État, ce qui n'a pas été le cas pendant plusieurs années. De plus, la centrale nucléaire de Tokaimura avait l'habitude de prendre des raccourcis et mettait en danger la vie de ses employés afin d'accélérer la production. 1 an après l'accident dévastateur, 6 employés ont été arrêtés et accusés de négligence, dont notamment Kenzo Koshijima, 56 ans, directeur de l'usine. Il a été condamné à 3 ans de prison et une amende de 500 000 yens, soit environ 3 800 €. Une enquête a été également menée sur Tomoyuki Inami, alors président du JCO et représentant de l'entreprise. 5 autres accusés de la société ont été condamnés à entre 2 et 3 ans de prison avec sursis. La société a quant à elle dû payer une amende d'environ 1 million de yens, soit seulement 7 600 €. Ce qui est d'un ridicule lorsque l'on sait ce qu'ont vécu Hisashi Uchi et Masato Shinohara lors de ce terrible accident qui leur auront coûté la vie. Il faut savoir qu'Hisashi Uchi fut maintenu en vie par les médecins alors que ces derniers savaient pertinemment que c'était impossible de faire quoi que ce soit pour lui. Il avait reçu 2 fois la dose létale de radiation qu'un humain puisse supporter. Sa famille ne fut pas informée de cela et ont ordonné aux médecins de continuer à maintenir Hisashi Uchi en vie sans se douter qu'il était en train de souffrir le martyre et que son sort était scellé dès son arrivée à l'hôpital. Le pire dans cette histoire, c'est qu'Hisashi Uchi n'a jamais pu exprimer sa propre volonté d'être maintenu en vie ou pas, car il fut pendant la majeure partie de ses 80 jours plongé dans un coma artificiel. Mais les experts expliquent que malgré cela, il était en mesure de ressentir la douleur et toutes les opérations qui ont été effectuées sur son corps, car il arrivait qu'il reprenne conscience pendant un très court instant, ce qui l'a sûrement conduit à une mort très lente et extrêmement douloureuse. Les amis, on en arrive là pour l'histoire d'Hisashi Uchi, l'homme le plus irradié de toute l'histoire de l'humanité. J'espère que ce type de format vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, c'était Kensho, ciao.